Chers auditeurs, auditrices, lors du précédent épisode, j'ai évoqué le 7 août 1998, ce jour où deux ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam étaient frappées simultanément. Un double attentat, un message violent, mais surtout un premier acte. Ces attaques portaient déjà la marque d'un groupe encore peu connu à l'époque, Al-Qaïda, un réseau né dans l'ombre de la guerre d'Afghanistan et qui allait bientôt bouleverser l'histoire mondiale. Le 11 septembre 2001, ce même réseau frappera en plein cœur de New York, 4 endroits différents, dont les tours jumelles de World Trade Center, le Pentagone et dans un champ de Pennsylvanie. Et à ce jour, demeure l'attentat le plus meurtrier de l'histoire. 2977 morts ont été signalés, avec 6291 blessés, qui par la suite ont souffert des séquelles à plus long terme, notamment des cancers, après avoir respiré des poussières toxiques. J'avais 16 ans à l'époque, une lycéenne de deuxième année. Et contrairement aux faits présentés dans le premier épisode de la série, cette fois-ci, j'étais plus consciente du terme attentat terroriste. Et du coup, j'ai fait partie de plus de 2 milliards de personnes dans le monde ayant suivi l'événement largement médiatisé. 2 attentats, 2 continents, 3 ans d'écart. Une seule idéologie, une seule cible. Ce que les extrémistes appelaient l'Occident et tous ceux qui y sont liés. Et si le monde s'est arrêté ce jour-là en regardant les tours s'effondrer? Ici au Kenya, nous savions déjà ce que cela signifiait. La peur, le deuil, les ruines. C'est dans ce même contexte, ce même fil d'événements, que s'inscrit l'attaque de Westgate Mall en 2013 au Kenya, menée par un groupe affilié à Al-Qaïda. Les éléments présentés en ce second épisode sont le résultat d'un travail de recherche et de synthèse de lecture, de documentaires, témoignages de survivants-survivantes, images fournies par les caméras de surveillance et informations issues d'Internet, mais aussi personnelles. Je tiens à signaler que la plupart des vidéos dont les liens sont fournis en bas de la page de description du podcast contiennent des images graphiques qui sont effrayantes, choquantes et douloureuses à regarder et donc destinées à un public averti. Je suis Cynthia Okumu et je vous présente L'ombre du terrorisme, 2e épisode. Le centre commercial haut de gamme de Westgate, situé aux alentours du quartier de Westlands à Nairobi, est en pleine effervescence, comme le montrent les images de vidéosurveillance. Et puis, à environ 12h20,
Une Mitsubishi de couleur argentée s'arrête devant l'entrée principale du centre. 4 hommes, avec des visages masqués en sortent, portant des fusils d'assaut et des sacs de munitions en bandoulière. 3 grenades sont lancées. La première touche un café et les 2 autres un parking de sécurité. C'est le début d'une épreuve terrifiante pour le pays et surtout pour toutes les personnes qui s'y trouvent. Chaos, panique, confusion. Ce sont les mots qui peuvent mieux décrire cette scène. Les gens tentent de s'enfuir sans la moindre idée de la source ni la cause des tirs. À l'intérieur du centre, les caméras filment tous les faits, ainsi que les gestes des 4 assaillants qui sont en pleine vue de ces appareils. On les voit tirant sur les personnes cachées sur le sol dans un supermarché situé au rez-de-chaussée, marquant le début d'un siège qui durera 4 jours. Quant aux images, l'un des agresseurs tire sur un homme allongé par terre et qui a l'air tellement effrayé, puis s'en va tranquillement comme si de rien n'était. La victime, qui perd énormément du sang, est vue quelques instants plus tard, encore en vie, essayant de ramper sur le sol jusqu'à ce que son assaillant revienne vers elle et la batte. Pendant ce temps, 2 attaquants sont en train de tirer à l'aveugle sur 3 restaurants qui se trouvent au même étage que le supermarché. Les gens paniquent et fuient dans des directions différentes. Certains tentent de se cacher de la ligne de feu en s'allongeant par terre. Sur le parking du toit, un groupe d'enfants participe à un concours de cuisine. 2 hommes s'y approchent et ouvrent le feu, tuant et mutilant les personnes sur place, y compris les enfants et une femme enceinte, la célèbre journaliste Ruila Aditya Sood. La nouvelle de l'attaque commence à répandre sur les médias sociaux. Il s'agit d'une attaque terroriste, le 2e dans le pays, et pour le coup, c'est le groupe militant Al-Shabaab, basé en Somalie, qui en revendique la responsabilité. 15 minutes après cette revendication, la police arrive sur scène, y établissant un périmètre de sécurité. 4 heures plus tard, l'armée kenyane prend le relais. Les militants sont vus en train de prier et de se détendre dans une salle de stockage au sein du supermarché. À l'extérieur, des centaines de spectateurs et les proches des victimes se rassemblent, le chagrin et la douleur bien évidents en leurs yeux. C'est sans aucun doute des images saisissantes, dignes de l'un de ces films de science-fiction dont raffolent les Américains. Mais pour les dizaines de personnes qui ont été prises dans l'attaque, il ne s'agissait pas de cinéma, non, mais d'une réalité dévastatrice qui les a non seulement privés de leurs proches,
mais qui leur a aussi laissé des cicatrices physiques, émotionnelles et psychologiques indélébiles. Et si la vraie question n'était pas pourquoi ils ont attaqué, mais comment nous, les Kenyans, avons réagi? On en parle dans quelques instants. Vous écoutez L'ombre du terrorisme, 2e épisode, une création de Cynthia O. Bien que les images ne montrent que 4 hommes, les autorités du pays ont publié leur première déclaration affirmant que 10 à 15 assaillants auraient pu être impliqués dans le massacre. Les forces locales et étrangères sont intervenues avec de l'armement lourd. Des explosions ont été entendues dans le centre commercial. L'étage supérieur du parking s'est effondré près de la salle de stockage où les militants étaient en train de se détendre. Et 78 heures plus tard, le président du pays de l'époque, Son Excellence Uhuru Kenyatta, ayant également perdu son neveu dans l'attentat, a annoncé la fin du siège, confirmant 67 décès au total. Les autorités ont déclaré que les 4 assaillants filmés tout au long du siège ont été tués lors de l'opération et 2 autres hommes, dont Mohamed Ahmed Abdi et Hussein Hassan Mustafa, ont été condamnés 7 ans plus tard à des peines de 18 et 33 ans de prison d'avoir été liés à l'attaque. Mais alors que je consultais divers dossiers d'actualité relatifs au siège, une chose intéressante a pourtant attiré mon attention. Je suis tombé sur un reportage d'un journaliste issu de Citizen TV, une chaîne locale kenyane, où l'on apprend que les terroristes pourraient s'être échappés au cours des combats intenses avec les forces de sécurité multidisciplinaires. Selon certaines sources, il continue dans le reportage, les militants éteindraient les lumières pendant la nuit, obligeant donc l'équipe des forces spéciales à mener des attaques jusqu'à l'aube. Les terroristes avaient très bien maîtrisé les coins du bâtiment pour savoir qu'il y existait un tunnel souterrain d'environ 100 mètres qui traversait le centre commercial pour se jeter dans une rivière. On pense qu'un nombre indéterminé de terroristes ont pu s'échapper par ce tunnel sans être détectés par les militaires, qui à ce moment-là pensaient toujours qu'ils se trouvaient à l'intérieur. Les membres de l'équipe multidisciplinaire n'auraient appris l'existence du tunnel que mardi soir, le 4e jour depuis l'attentat. Peut-être un peu trop tard, ce qui a laissé de nombreuses questions tourmentantes. Les terroristes auraient-ils pu se promener librement dans le pays pendant tout ce temps? Et s'ils avaient réellement réussi à sortir, les agents de sécurité savaient-ils où ils se trouvaient? Des années ont passé. Le sol a été nettoyé. Les murs ont été repeints. Mais les souvenirs, eux, restent. Souvenirs d'horreur, de douleur, mais aussi de courage et d'unité. Les souvenirs de comment le bruit des balles a remplacé les rires d'enfants et ceux des appels à l'aide qui ont couvert la musique des cafés.
Face au terrorisme, nous avons pleuré. Nos proches, familles, nos compatriotes, enfants, adultes, hommes, femmes, célébrités ou non. Le terrorisme n'a toujours pas de préféré. Il n'en aura jamais. Heureusement, nous nous sommes aussi relevés ensemble et continuerons à le faire tant que ce menace demeure en existence. En concluant l'épisode, quelques questions tournent en boucle dans ma tête. Avons-nous réellement guéri ou avons-nous simplement appris à vivre avec les cicatrices? Avons-nous oublié? En fait, faut-il vraiment oublier ou se souvenir pour mieux se protéger? Au bout du compte, ceux qui ont partagé cette expérience, comme Justus Otieno, le professeur de musique qui a frôlé la mort alors qu'il se rendait sur le toit pour soutenir l'un de ses élèves, et Cornelius, l'agent de sécurité au sein de Westgate Mall, garderont à jamais un lien unique et commun, né d'un moment de terreur. Et pour certaines, comme Eileen Monteith-Shelley, le traumatisme subi restera à jamais gravé dans leurs esprits. Ce podcast est dédié à toutes les victimes de l'attentat, décédées et vivantes, à leurs familles et proches. Je salue aussi les Kenyans et Kenyanes pour leur solidarité, leur amour et unité en temps de crise comme celle-ci. Que toutes les âmes disparues puissent continuer à reposer dans l'éternité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous au 3e, où on se penchera sur une autre cible encore dans le pays, l'université de Garissa, où les bancs d'un établissement sont devenus silencieux. J'ai conçu et créé ce récit. La réalisation sonore est de Vanessa Betsy, à qui je reste toujours reconnaissante. Si vous l'avez aimé, merci de le liker, partager, commenter et laisser tant d'étoiles. Pour écouter d'autres épisodes de Réalité Kenyane, on se retrouve dans les mêmes plateformes où vous nous suivez, notamment Spotify, Amazon Music et Apple Podcast. À très vite!